Waouh! Bonjour, bonsoir. Bonsoir, merci mille fois d'être avec nous. Eh bien voilà, ça y est, on y est. On présente cette saison qui nous a occupés à construire, que nous avons construit pendant toute l'année. Et on est très heureux enfin de pouvoir vous la présenter. Alors je suis avec Ella Perrier, vous la connaissez, c'est ma directrice adjointe. Merveilleuse Ella. Merci. Alors on va commencer par 12 hommes en colère. C'est une manière de donner un peu le ton de la saison. Je vous disais, on essaye avec Ella Perrier de vous proposer des sujets dans lesquels le public peut se projeter assez spontanément. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est accusé de meurtre et qui est condamné à mort, mais 12 hommes, 12 jurés se réunissent pour savoir à quelle hauteur ils vont condamner ce jeune homme. Si effectivement ils le laissent condamner à la peine de mort ou s'ils le gracient. Et pendant 1h30, ces 12 hommes vont s'affronter avec des points de vue différents. C'est un spectacle, moi je l'ai vu, qui peut pas te laisser indifférent. Et surtout, ça t'oblige à réfléchir qu'est-ce que tu ferais toi-même. Est-ce que quand il y a un petit doute, finalement, tu laisses le doute prendre toute la place, ou est-ce que tu t'accroches à tes certitudes? C'est un spectacle merveilleux. C'est mis en scène par Charles Torgman. On a déjà vu des spectacles de Charles sur ces plateaux. Et vraiment, pour débuter l'année, c'est une façon de dire, voilà, le théâtre, ça sert aussi d'abord à être dans l'émotion, mais à réfléchir ensemble assez spontanément. On continue toujours à la cuisine avec Don Juan de Molière, bien évidemment, mis en scène par Masha Makeyev. C'est une coproduction. Masha Makeyev a monté déjà Trissotin, Les Femmes Savantes, mais aussi son Tartuffe que nous avions présenté à l'Opéra dans notre saison Hors les Murs. Et Masha, vraiment, j'ai vu la création au TNP de Villeurbanne. Elle a réussi, c'est un très beau Molière. Elle a un duo Don Juan Sganarelle avec Xavier Gallet qui joue le Don Juan et ça y est, j'ai un trou. Vincent Winterhalter, pardon, qui joue Sganarelle. C'est un duo vraiment comique. Malgré l'acidité de ce texte de Molière, c'est un duo comique. Elle a retravaillé toutes les scènes, la scène de Piaro et Charlotte. On rit beaucoup. Vraiment, on est emporté par les 2h30 de spectacle qu'on ne voit absolument pas passer. N'hésitez pas à venir en famille parce que ça parle vraiment. Et Masha, ça parle aux jeunes. En salle, il y avait beaucoup de jeunes quand je l'ai vu, et Masha a quand même fait cette incursion dans le domaine du MeToo et a voulu retranscrire aussi ce qu'on découvre aujourd'hui de certains hommes peut-être ayant des emprises sur la femme, et elle a réussi à rendre ça très intemporel comme les Molières. D'ailleurs, je voudrais ajouter, souvent quand on se pose la question est-ce que c'est contemporain ou pas contemporain, j'ai envie de dire toute nouvelle mise en scène, c'est une trahison nécessaire, c'est comme une lecture, c'est-à-dire que on fait vibrer la pièce ou notre propre lecture dans l'intimité de notre chambre en fonction de ce qu'on traverse et donc en fonction de nos vies et de notre actualité. Et Masha est une géniale artiste de ce point de vue-là. On enchaîne avec un spectacle qu'on fait en partenariat avec la scène 55. J'imagine qu'il est là, oui, René Corbier, il est là-bas. Notre merveilleux René Corbier. On fait Molière Matériaux. C'est un sociétaire de la Comédie Française qui s'appelle Pierre-Louis Calixte. C'est le premier acteur que j'ai engagé quand j'ai dirigé la Comédie Française. Et pour la petite histoire, parce qu'elle influence toujours notre carrière, Pierre-Louis, qui est un acteur qui est un peu à la Higelin, un peu incontrôlable, qui était dans juste la fin du monde, la création qu'on avait fait rentrer au répertoire à la Comédie Française, il a eu une maladie très très grave, dont on a pensé qu'il ne se remettrait pas. Et puis s'en est remis. Et donc, il y a une maturité chez cet acteur absolument incroyable. Et son spectacle, qui est un monologue Molière Matériaux, c'est une façon de dialoguer avec le grand patron, avec Molière. C'est extrêmement touchant, c'est très drôle aussi. Et ça fait du bien de voir cette renaissance. Donc ça, ce sera à Mougins. Et puis on enchaîne avec
dans nos murs, à la cuisine ici, un spectacle de Violaine Arsac. L'année dernière, vous avez peut-être vu une pièce qui s'appelait La dernière lettre. Qui racontait l'histoire d'une femme dont le mari avait été assassiné et une visiteuse de prison essayait de la mettre en contact avec l'assassin de son mari, et le spectacle parlait de la possibilité d'une résilience. En tout cas, est-ce qu'on est un homme qui a tué ou est-ce qu'on est définitivement un assassin? Elle posait des questions, encore une fois, qui nous tourmentent aujourd'hui, sur lesquelles il est difficile de trancher. Là, on a décidé de l'accompagner avec Ella sur son prochain spectacle qui s'appelle Danse avec moi. Et c'est l'histoire d'un chorégraphe, danseur, qui a un accident et qui est paraplégique. Donc il est dans une chaise et le spectacle se promène entre trois acteurs, celui qui est paraplégique, la danseuse qui travaille avec lui et un prêtre qui travaille avec les accidentés de la route et en tout cas les personnes qui ont perdu l'usage de leurs jambes. Et donc c'est comment ce jeune homme se reconstruit, quelle force il faut trouver, quel courage. Et là aussi j'ai envie de dire heureusement on n'est pas dans ce cas de figure, mais forcément on y pense, ça nous traverse l'esprit et elle a ce talent et de poésie et aussi de courage d'aborder des sujets graves avec beaucoup de simplicité. Histoire de laine, on part au Franciscain dans un spectacle jeune public. Là encore, merci à René Corbier parce que c'est grâce à lui que j'ai rencontré l'histoire de cette compagnie. Ils sont espagnols et c'est un spectacle très simple, c'est la magie du théâtre d'objets, un petit fil de laine et ce manipulateur a réussi à le faire vivre. Vraiment, on est émerveillé comme un enfant. Les enfants sont bien évidemment les bienvenus. Il a agrémenté le spectacle avec une pianiste qui fait toute l'ambiance sonore au piano sur scène et il y a comme les salles sont plus ou moins grandes, il a fait des grands plateaux. Il y a aussi une vidéo pour qu'on puisse voir de plus près le petit personnage. C'est vraiment magique. C'est pas pendant notre festival de magie, mais c'est un moment qu'on partage en famille et cette petite laine vit devant nos yeux. Ça, c'est un spectacle pour les familles, oui. Alors après, on enchaîne avec Baobo. Baobo nous est proposé par Jeanne Candel. C'était une de mes élèves. Alors je repasse aussi à nouveau par la petite histoire parce que c'est l'intérêt d'être avec vous ce soir. Elle a été pendant très longtemps la compagne de Samuel Achache. Vous avez vu peut-être chez nous Sans tambour, le spectacle qu'il a créé au Franciscain il y a 2 ans. Et Samuel et Jeanne, ils faisaient ensemble des spectacles assez atypiques entre la musique, la chorégraphie, le texte. Et puis ils se sont séparés. Et à l'issue de leur séparation, Samuel a fait un spectacle sur l'histoire d'une maison qui se casse la figure, mais pleine d'amour, et donc pleine de chagrin, mais qu'il arrivait à transformer par la création. Et dans le même temps, Jeanne a créé Baobo. Baobo, c'est ce personnage mythologique, ce grand sexe féminin qui cherche le renouveau par le plaisir sexuel. Et elle est avec Déméter, la déesse de la terre. Et c'est un spectacle avec des femmes. Vous en voyez peut-être des images derrière moi, qui est inclassable, qui est drôle, qui est généreux, avec des images incroyables, avec de la danse, de la musique. C'est difficile de le décrire autrement, mais qui est un langage universel sur la joie. Je crois que dehors, c'est le printemps. Alors, vous verrez, dans cette saison, on s'est permis avec Muriel, voilà, comme elle vous le disait en introduction, d'accueillir des femmes qui s'emparent de grands thèmes sociétaux, de choses qui nous touchent, et par le biais du plateau, on est ému, bien évidemment, parce que la force des comédiens, ça nous touche encore plus, parce que on est là avec eux. Et là, je crois que dehors, c'est le printemps, c'est l'un des spectacles qui nous reste de l'époque Covid, qu'on n'avait pas pu présenter, qu'on arrive enfin à présenter. C'est une coproduction de la Belgique avec, à la mise en scène, Gaia Saïta et Georges Barbiero de Corsetti. C'est une histoire vraie. C'est une jeune femme d'origine italienne qui vit en Suisse. C'est un fait divers qu'on a relaté il y a une petite vingtaine d'années. Cette femme part travailler le matin, son mari s'occupe des 2 jumelles et quand elle rentre le soir,
plus personne, la maison est vide, elle est ouverte, elle se demande ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, on retrouve le corps de son époux, il s'est suicidé et on n'a jamais retrouvé les deux jumelles. Et cette femme essaie de se reconstruire avec cette idée-là qu'elle ne peut pas faire le deuil de ses filles. Jusqu'à aujourd'hui, les corps n'ont jamais été retrouvés. Donc c'est vraiment une histoire vraie dont l'actrice Gaia Saïta s'est emparée parce qu'il y a eu un livre de cette jeune femme. Et on est pris, il y a pas de pathos, même si on est quand même pris par l'émotion, mais c'est une enquête. Elle retrace ce qu'a pu vivre cette femme et par quel endroit elle est passée pour se reconstruire, parce qu'elle ne pensait jamais pouvoir vivre sans ses enfants et en ne faisant pas le deuil. Or, la vie est plus forte et elle arrive à nous. On sort du spectacle avec une joie, vraiment. Et c'est cette histoire-là, une enquête. On mène une enquête avec elle. C'est un spectacle un petit peu participatif. Pour ceux qui viendront le voir, au début du spectacle, Gaia va venir voir certains d'entre vous et leur demander d'être avec elle au plateau. Il n'y a aucune participation, mais à certains moments, elle voudra que vous incarniez le personnage du juge, du policier, sans aucune parole. Et ça nous touche aussi parce que les spectateurs qui ont participé se sentent dans l'histoire avec elle. Voilà, c'est un très beau, vraiment très beau spectacle. Après, on accompagne une artiste de la région qui s'appelle Élise Vigneron, qui est une marionnettiste et qui a cette particularité de travailler avec des marionnettes en glace. Et donc, au fur et à mesure du spectacle, la glace fond. Et donc, les marionnettes se transforment et finissent par disparaître. Elle est partie des Vagues de Virginia Woolf, ce roman qui est pas tout à fait un roman d'ailleurs, parce que ça a un peu déconstruit le roman. C'est le témoignage de 6 personnes différentes dont on peut imaginer à l'arrivée que ce sont la même personne. En tout cas, ce sont 6 cœurs différents et qui parlent d'une 7e personne qui n'a pas de monologue en l'occurrence. Et donc, il y a celle qui doute, celui qui se reconstruit. Il y a différents caractères. Donc là, elle a pris 5 marionnettistes avec 5 marionnettes en glace. Elle est en création de ce spectacle, donc on ne l'a pas vu, mais quand tu vois la beauté de ces marionnettes et de toute façon la force de Virginia Woolf, on est très heureux de pouvoir le découvrir avec vous. Le Mage du Kremlin. Alors on accueille Roland Osé, qui est un metteur en scène qui s'empare habituellement des grands thèmes autour de l'Europe. Et là, il est allé chercher la Russie avec ce grand roman qui a eu le prix du roman de l'Académie française en 2022, de Giuliano De Empoli, autour de la figure d'un pseudo-dictateur, on le reconnaîtra peut-être, qui défraie la chronique depuis quelques mois assez terriblement juste à côté de chez nous. Et il est parti, pareil, sur une sorte d'enquête qu'il aurait imaginée. Il va rencontrer un homme qui aurait aidé à accéder au pouvoir, un homme qui se prend pour le nouveau tsar de Russie. C'est très contemporain, bien évidemment. Il y a une pléiade d'acteurs de théâtre et avec Muriel a rencontré Roland et voilà, il n'a jamais présenté de spectacle à Nice. C'était le moment avec un texte dont tout le monde a entendu parler parce que ça a été un beau prix. Voilà, on avait envie que vous entendiez ce texte mis en scène au théâtre. Il était l'auteur, parce que le roman est absolument génial, il était un des invités d'honneur du Festival du Livre l'année dernière. C'est un roman absolument incroyable. On continue à la cuisine avec Neige. Alors Neige, ça a été l'un des grands lauréats de nos Molières cette année avec le Molière du spectacle jeune public et la meilleure création visuelle. C'est Pauline Bureau. Pauline Bureau, pour certains de nos fidèles, vous avez déjà vu Dormir 100 ans, un spectacle jeune public autour d'un ami imaginaire qui était pareil, une grande scénographie. L'ami imaginaire sortait du frigo, c'était assez magique. Et puis elle a fait un spectacle aussi qui s'appelait Mon cœur autour de l'histoire du Mediator qu'on avait présenté dans notre ancien théâtre. Et là, elle est partie de l'histoire de Blanche-Neige. Elle avait envie de retracer son histoire d'adolescente et elle a fait un focus ou une focale sur une histoire mère-fille. Et c'est très contemporain, c'est assez majestueux parce qu'on est dans une forêt, un peu comme ceux qui ont vu Le Bruit des loups, un peu la même forêt que Le Bruit des loups. Et puis il y a plein de personnages, mais elle les a un peu décalés. Le prince charmant, il est pas très charmant à l'époque MeToo. Et par contre, le
la sorcière, elle est plutôt bienveillante. Voilà. Donc on est un peu décalé et c'est une jeune fille de nos jours. Venir voir une sorcière sympa, ça le fait quand même. Après, on a donné le plateau à Cyril Cottineau, qui est un artiste de la région. Il est implanté à Avignon. Vous l'avez peut-être vu, puisque c'est un acteur aussi, dans les Fourberies de Scapin. Il faisait Argante. Et Cyril, il a été longtemps professeur au conservatoire à Nice. Il est professeur à Avignon. Il est très influencé par un metteur en scène qui s'appelle Anthony Vassiliev et autour de Tchekhov. Et là, petit à petit, il s'est un peu détaché du maître, ce qui est plutôt bon signe, hein. Il faut, in fine, toujours manger la tête du maître pour pouvoir éclore complètement. Et il nous propose un spectacle qui s'appelle Notre âme commune, avec différentes figures. C'est un travail en commun avec des artistes, et notamment des artistes de la région comme Pierre Blin, que vous avez vu, que vous voyez souvent sur nos plateaux. Et il travaille sur l'humanité. Comme dans une pièce de Tchekhov, comme si dans un salon, vous aviez des vies côte à côte qui ne se connaissent pas, mais qui finalement se font du bien et se complètent. Je pourrais dire, je ne sais pas s'il est là, Cyril, mais que c'est un spectacle d'amour. Et c'est une célébration du vivant, de la fragilité, de la beauté, des âmes humaines. Il n'est pas là, Cyril. Après, on a proposé à une jeune femme qui s'appelle Maryse Estier, qu'on a rencontrée avec Ella. On est tombé un peu amoureuse de cette jeune femme parce que, comme moi, elle a la passion des grands textes, des textes du répertoire. Elle s'appelle Maryse Estier, je l'ai dit. Elle a mis en scène en ce moment à la Comédie Française une pièce de Edmond Rostand. C'est assez rare de voir des jeunes artistes s'emparer de ce répertoire-là. Et elle a fait une version de Marie Stuart assez extraordinaire, dynamique, intelligente, où on entend vraiment bien le texte. Vous savez, Marie Stuart est accusée d'avoir tué son mari. Elle est accusée par 40 hommes et donc condamnée à mort aussi par sa cousine Élisabeth II d'Angleterre. Et c'est une histoire d'amour, mais de politique, et c'est fait avec une intelligence et une énergie de la jeunesse. Et donc on se réjouit de l'accueillir ici, parce que je pense que dans les années à venir, elle fera partie des grands classiques, des metteurs en scène capables de s'emparer d'un texte classique en le portant et sans le déformer. Together, de Denise Kelly, mis en scène par Mélanie Leray. Mélanie Leray, c'est une jeune metteur en scène qui a commencé ses classes au Théâtre National de Bretagne, à Rennes, et qu'on a reçu il y a très longtemps dans son premier spectacle. C'était aussi un Denise Kelly dans la petite salle. Là, elle avait envie de partir de ce dernier texte-là, qui est un texte que Denise Kelly a écrit pendant le confinement et qui peut ressembler à nos histoires communes, et non pas à l'âme commune de Cyril Cottineau, parce que c'est un couple qui, en se retrouvant confiné, s'aperçoit qu'il a peut-être plus rien à se dire. Tout se focalise, ils sont deux au plateau, il y a Emmanuel Berco et Thomas Blanchard, et tout se focalise sur le fils qu'on ne verra jamais, mais sur, il n'y a plus que le fils qui est le lien pour eux. Et c'est un déchirement, mais plein d'humour, vraiment plein d'humour. C'est un anglais, donc tout est décalé. On rit beaucoup, et puis on est touché par cette histoire-là, de cette femme qui se dit, j'ai peut-être raté quelque chose, le mari dit la même chose, et puis on entend derrière le grand adolescent qui arrive à recoller les morceaux, et puis l'amour reste au rendez-vous. C'est vraiment c'est plein d'humour et c'est joyeux. Alors là, je vais arriver sur un sujet délicat, mais nous allons l'affronter. On a programmé ma candidature d'Édouard Baird. Édouard Baird, on a une fidélité avec lui depuis longtemps. C'est un acteur, moi je trouve absolument génial, et qui fait toujours des propositions justement en portant le texte et en étant avec sa personnalité tellement léger, comme si tout était facile à comprendre ou tout était accessible. Il y a eu des accusations sur le comportement d'Édouard. Il n'y a pas eu de plainte officielle encore, et il n'y a pas eu de jugement. Donc halte au tribunal médiatique. Bien entendu, moi et Ella Perrier et toute l'équipe du TNN, on est extrêmement sensible à la parole qui peut se déployer aujourd'hui. Je peux vous dire, pour avoir été la première femme à diriger la Comédie Française et la première femme
à diriger la Villa Médicis, je sais ce que c'est que d'essuyer ces plâtres-là. Ça n'est pas simple. Et c'est très important que les femmes puissent s'exprimer, même si parfois on peut se dire, oh là là, ça prend toute la place. Il faut que ça prenne la place pour que ça ne soit plus un sujet. Je l'ai évoqué tout à l'heure sur les artistes femmes, les metteuses en scène. Maintenant, aujourd'hui, voilà, elles ont accès à égalité. Ça ne devrait plus être un sujet. Évidemment, si ça s'aggrave, si la situation s'aggrave, on l'annulera. Mais aujourd'hui, on n'a aucune raison de le faire. Claire et La Fontaine. Alors, moi, je vais, pendant les fêtes de Noël, chaque année, je vous propose un spectacle, et notamment pour faire travailler, puisque vous savez, on a un partenariat qu'on appelle un CFA avec l'école de Cannes, l'ERACM. Cette année, on avait 5 jeunes merveilleux comédiens. Ils sont pas là ce soir avec nous parce qu'ils sont en train de faire un spectacle dans leur école, justement un spectacle de fin d'année. Mais exactement comme moi, quand je dirigeais la Comédie Française, j'avais créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Académie à la Comédie Française, c'est-à-dire de partager le plateau avec les jeunes acteurs pour parfaire leur formation, parce que comme tous les métiers d'art, il y a un moment donné, c'est pas théorique, c'est en le faisant qu'on le pratique. Et donc avec eux et avec les acteurs de la troupe, j'avais fait l'année dernière Mort de rire, je voudrais faire un spectacle sur les femmes de La Fontaine. Parce que on les entend pas assez, parce qu'elles sont extraordinaires et que moi, si j'avais des enfants en âge de découvrir le théâtre, j'aurais envie qu'ils les entendent, et parce que c'est un terrain de jeu absolument génial avec de jeunes comédiens. À quel endroit est-ce qu'on incarne le renard? Est-ce qu'on est le renard? Est-ce qu'on dit le renard? Et toutes ces questions-là, on va y répondre pendant les fêtes. On va passer les fêtes de fin d'année avec vous. On continue à la cuisine avec Amours aveugles. On retrouve le duo Kun Agustinen et Rosalba Torres Guerrero que vous avez rencontré ici avec leur spectacle La Manta autour du folklore grec remis au goût du jour de la danse contemporaine. C'était l'un des événements d'Avignon 2021. Kun Agustinen et Rosalba Torres, ils s'installent en France. Ils étaient en Belgique et ils ont travaillé avec Alain Platel. Ils ont travaillé avec plein de grands chorégraphes belges. Et ils s'installent en France et ils avaient envie de partir de grands duos amoureux que sont les mythes d'Orphée et d'Eurydice ou de Tancrède et Clorinde. Et le médium, c'est la danse pour eux, mais aussi la musique baroque. Et donc, ils sont partis à la recherche de Monteverdi et de certains de ses contemporains. Rosalba est au plateau, elle danse, elle se fait rare maintenant en interprète, mais c'est Kun qui les chorégraphie, et elle danse avec Elitas, qui est aussi un immense danseur. Ils sont en duo au plateau, il y aura un duo d'accordéonistes qui va interpréter la musique baroque de Monteverdi, et 2 artistes lyriques. Voilà, c'est en train d'être créé. Ils nous ont envoyé des images de la première résidence. C'est sublime. Non, vraiment, voilà. N'hésitez pas. Ce sera un des moments de danse contemporaine de la saison. Il n'y en a pas beaucoup cette année, mais n'hésitez pas. Ce sera sur le plateau de la cuisine. Et puis c'est de la danse. Les 2 corps enfin voilà, vous verrez. C'était émouvant. On était émus avec Muriel. Parce qu'on a vu les images quelques jours avant de venir. Oui. On enchaîne aux franciscains avec le diptyque Raphaël Boitel. On est très fidèle à Raphaël parce que c'est une artiste qu'on admire, Ella et moi, absolument. C'est un peu une enfant de la balle, elle a fait l'école du cirque, mais un peu toute sa famille est dans la partie. Elle a perdu son papa très jeune et sa maman a décidé, elle avait 4 enfants, qu'elle allait suivre ses enfants et elle les a suivis partout et notamment dans leur désir et leur envie de cirque. Elle leur faisait l'école à la maison pour qu'ils puissent suivre les cours. Et elle a travaillé pendant longtemps avec James Thierry, le petit-fils de Chaplin. Voilà, c'est une femme extraordinaire. Vous avez pu voir peut-être Ombre portée ou la chute. C'était la chute des anges. Voilà. Et Raphaël, en ce moment, depuis quelques années, elle est en train petit à petit de mettre du texte dans ses spectacles. Là, elle nous propose un diptyque. Le premier, ça s'appelle Bête noire. Elle raconte toujours un peu cette dualité en elle entre la douleur que requiert la discipline qu'elle a choisie, l'acrobatie, le cirque, et le plaisir que ça procure au moment de la représentation. Elle est un peu dans ces 2 extrêmes. Et donc là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui découvre toutes les possibilités de son corps et les impossibilités de son corps. Et le deuxième,
elle est sur un vélo et elle est dans la poursuite et la recherche de la liberté. Elle travaille aussi beaucoup sur l'envie de liberté des femmes, l'emprise dont elle doit s'échapper. C'est extrêmement touchant et c'est d'autant plus touchant qu'elle se risque petit à petit à de nouveaux solfèges, dont le texte. Et c'est une artiste que nous accompagnons avec Muriel et qui fait partie cette année, elle est l'artiste associée de la BIAC, qui est la Biennale internationale des arts du cirque. Et elle va être en résidence chez nous pendant 15 jours au mois de juin au Franciscain pour créer la lumière de La Petite Reine avec cette circassienne qui est sur un vélo. On continue avec les Sœurs Hilton. Alors les Sœurs Hilton, une grande fidélité grâce à Muriel, Christian Eck et Valérie Le Sort que vous allez retrouver, c'est le 4e spectacle qu'on présente en 4 saisons. Vous avez vu Le Voyage de Gulliver à l'Innoventura, vous avez vu La Mouche, 20 000 lieues sous les mers cette année, et là ils se sont emparés du destin de ces sœurs siamoises qu'on a tous vues à un moment donné à la télé dans un film qui s'appelle Freaks, mais aussi ça a défrayé la chronique parce qu'elles sont nées au début du XXe siècle, elles ont vécu assez longtemps pour des sœurs siamoises, et c'est leur histoire tragique parce que quand à la naissance la mère les abandonne, c'est la sage-femme qui les accueille et qui les reconnaît. On se dit tiens c'est bien, quelqu'un est bienveillant, pas du tout. Elle va les mettre comme des bêtes de foire. C'est un destin terrible, mais elles vont avoir à un moment donné une gloire dans le cinéma américain des années 50, et puis elles vont mourir dans l'abandon. Mais c'est Christian Eck et Valérie Le Sort qui prennent ce destin-là. Ils vont reproduire sur scène une arène de cirque. Tout est rouge. Ils vont travailler avec Jan Frisch, qui est ce magicien qui a une tête un peu particulière et avec qui ils avaient envie de travailler. Il y a plein de comédiens au plateau. Enfin voilà, c'est leur univers. Vous savez, Valérie construit des marionnettes, des petites marionnettes avec des faces humaines. Voilà, donc on est ravis de les accueillir de nouveau. Et le spectacle sera créé à Lyon en septembre. On enchaîne avec Le Rouge et le Noir de Stendhal, une version théâtrale proposée par Catherine Marnas. Catherine, elle a dirigé pendant des années le théâtre, le CDN de Bordeaux, mais avant, elle était beaucoup dans la région. C'est une metteuse en scène très mûre et qui a l'audace de s'emparer d'un chef-d'œuvre de la littérature. Ah oui, d'accord, il y a de la musique, d'accord. Et ce personnage de Julien Sorel, je ne sais pas si vous vous souvenez du roman, il est en 2 parties. C'est un jeune homme qui a beaucoup d'orgueil et qui veut accéder à la haute société. Il veut gagner l'argent, il veut exister. Et en fait, elle arrive à faire un parallèle extrêmement juste et subtil, sans rien trahir du roman, avec un jeune homme d'aujourd'hui qui considérerait que c'est pas juste de se débrouiller tout seul et c'est pas juste d'avoir autant d'efforts à fournir pour devenir qui il est. Il est accusé de meurtre puisqu'il tire sur son ancienne maîtresse et puis finalement elle lui pardonne. En tout cas, c'est un roman génial qu'on a tous lu dans notre jeunesse, je crois, ne serait-ce qu'obligé par l'éducation nationale, mais qui est un roman absolument merveilleux. Et je trouve toujours bien quand le théâtre s'empare justement des textes que nos enfants doivent lire, parce que d'un seul coup, c'est beaucoup plus facile. D'un seul coup, de leur donner un corps, une imagerie, ça permet de les remettre, ces personnages, dans notre société. Et c'est ce qu'on fait aussi quand on fait le procès des grands personnages. C'est-à-dire redonner une réalité de ces figures dans notre quotidien. Les fausses confidences, Marivaux. Marivaux, on est heureux parce que Muriel, chaque année, continue la saga Marivaux en extérieur et en métropole. Là, c'est Alain Françon, le grand metteur en scène Alain Françon. Vous avez, pour certains d'entre vous, vu son Attendant Godot, qui était une magnifique réussite ici en 2023. Et puis, on l'a rencontré un petit peu différemment lors d'une conversation intime avec Catherine Sellac. C'était un beau moment partagé parce qu'Alain est plutôt un taiseux.
qui aime travailler avec ses comédiens au plateau, mais il échange peu avec le public. Lui, c'est un homme de terrain et de l'ombre. Là, il s'empare de Marivaux. Il y a eu un gros succès cette année à Paris avec le Chapeau de paille d'Italie avec Vincent de Dienne, qui ne peut pas tourner. Donc, on est ravis de l'avoir avec ses fausses confidences. Les fausses confidences, comme toujours chez Marivaux, des stratagèmes. Dorante est amoureux d'Araminte, qui est une jeune veuve, mais sa mère, Madame Argante, ne voit pas ça d'un bon œil et la promet à quelqu'un d'autre. Et bien évidemment, grâce au valet, il va réussir à atteindre la jeune fille et puis il va pouvoir l'aimer et ils s'aimeront au bout du compte. On est vraiment très heureux parce que Alain Françombre, comme le dit Muriel, ça fait partie des grands metteurs en scène français, voilà, qui maintenant qu'il n'y a plus Jean-Pierre Vincent, Jacques Lassalle, Patrice Chéreau, c'est vrai que c'est très très précieux de voir un spectacle aussi mûr, aussi avec une facture aussi subtile que les spectacles d'Alain. Vous avez vu sans doute aussi ici son Génial en attendant Godot, qui était extraordinaire. ADN, histoire de famille. ADN, c'est Linda Blanchet. Linda Blanchet, pour certains d'entre vous, vous la connaissez, on a accompagné tous ces spectacles. Et là, c'est un spectacle, ça fait 2-3 projets avec qui elle travaille avec 4 comédiens qui sont maintenant des fidèles. Et pour ses 40 ans, Linda a une histoire de famille particulière. Elle ne connaît pas son papa et son frère, qui est né d'une seconde couche de sa maman, lui a offert un test ADN pour ses 40 ans. Et ce test ADN, elle ne s'en est jamais servie, peut-être par peur de découvrir quelque chose. Enfin, en tout cas, il est toujours dans sa table de chevet. Mais elle a imposé, par contre, à ses 4 comédiens de faire un test ADN récréatif. Ce qu'ils ont fait, ou peut-être pas, ça c'est la magie ou les secrets du spectacle. Et elle a écrit avec eux une histoire autour de l'ADN et des histoires de famille qu'on connaît et qu'on peut imaginer grâce à un test ADN ou à cause d'un test ADN. Et on suit, c'est un spectacle où on est immergé dans l'histoire de ces 4 comédiens. Ils partent de leur histoire familiale et puis ils vont raconter ce que le test ADN les a fait imaginer. On est avec eux au plateau, on a des petits casques immersifs et on suit par groupe le destin d'un d'entre eux. Et puis à la fin, on va écouter l'histoire globale et leurs histoires vont s'entremêler. C'est assez touchant parce qu'ils ont amené sur le plateau leur histoire personnelle et notamment des objets familiers à eux, des photos de quand ils étaient enfants, et ça nous touche tous parce qu'on peut imaginer des fois dans les familles des histoires un peu secrètes et chacun se fait son histoire. Voilà. Moi je l'ai vu en temps scolaire, les enfants, il y avait des grands collégiens et des lycéens étaient émerveillés par ces histoires-là qui s'entremêlent. Et puis surtout, c'est extraordinaire parce que c'est assez récent qu'on puisse en 15 jours avoir envoyé une enveloppe et avoir une enveloppe retour pour qu'on vous dise vous avez tant de pourcents de sang africain, tant de pourcents de sang indien, etc., etc. On a fait le choix avec Muriel de programmer de nouveau cette année Il n'y a pas de hasard, monologue contre l'identité. Ça a eu un très grand succès l'année dernière. On a refusé beaucoup de public. Et puis Johanna Nizar est une artiste que nous aimons beaucoup avec Muriel, qui est niçoise d'origine. Elle avait envie de revenir. La salle des Franciscains a été un bel écrin pour ce spectacle. Donc voilà, on fait de nouveau ce spectacle. Elle sera à Avignon cet été. C'est une grande performance d'actrice, mais pas que, parce qu'elle a porté ce texte avec Delphine Orvillers. Elle l'a mis en scène avec Arnaud Adigé. Et vraiment, c'est un moment de théâtre qui touche par sa performance, parce qu'elle est assez hallucinante au plateau, mais en même temps, ça nous touche par la parole que Delphine Orvillers a aujourd'hui. C'est aussi important. On enchaîne avec une autre histoire de famille, L'enfant brûlé de Stig Dagerman. Je dis une histoire de famille parce que c'est l'histoire d'un papa avec 2 enfants et la maman est décédée. Et en fait, dans la famille, c'est très compliqué au jeune homme de se construire alors qu'il sort à peine de l'adolescence et de rentrer en dialogue avec le papa, d'autant que le papa est très affecté par la disparition de sa femme.
Puis pour finir, le papa se remet avec une nouvelle jeune femme et le garçon est un peu jaloux, c'est très compliqué d'expliquer, il n'arrive pas à le formuler, il finit par avoir une histoire avec cette femme, etc., etc. C'est Noémie Ksykova qui le met en scène, c'est un roman génial de Stig Dagerman qui a eu un destin tragique puisqu'il a fini par se suicider. Mais c'est un grand auteur. Le spectacle était créé à l'Odéon, dans la salle Berthier. Moi, je l'ai vu, c'est avec le merveilleux Vincent Dissèze, et notamment celui qui joue le fils. C'est un acteur assez spécial qui a une présence incroyable, qui est un peu autiste. Vous le voyez pas, mais vous voyez bien qu'il a une présence d'une densité qui est assez rare. Et puis, pour s'amuser, il y a notamment dans le spectacle un chien. Un merveilleux chien qui est le chien de la maison. Et quand je l'ai vu dans la salle Berthier, je voyais que pour que le chien reste sur le plateau, de temps en temps, je voyais voler des petites croquettes pour que le chien qui regardait les croquettes reste sur le plateau. Non, mais c'est touchant comme une histoire de famille. Les sujets sont graves, mais c'est traité avec plus d'amour que de gravité. Et c'est ça qui est formidable. Terre de Tahamara Al-Saadi. Alors, vous parlez un petit peu de nos partenariats, notamment régionaux. On fait partie d'un groupement de producteurs, coproducteurs, de grandes structures de la région sud. Et la région a décidé de monter un pôle de coproducteurs qui s'appelle Extrapôle. Nous en faisons partie avec Antibes, avec les théâtres à Marseille, avec le Festival de Marseille, le Festival d'Avignon, la Criée et la scène nationale de Toulon-Château-Vallon. Et chaque année, on essaie de coproduire, d'accueillir un spectacle entre nous et d'aider des artistes à être un petit peu plus à l'aise financièrement et de diffuser leur spectacle sur la région. Depuis 2 ans, et ça sera 3 années successives, nous avons donné carte blanche à 3 artistes. La première, c'était Bintou Dembélé avec le spectacle Groove, que nous avons présenté en co-réalisation à Antibes l'année dernière. Cette année, c'est Tamara Al-Saadi qui est produite par La Criée et que nous présenterons ici à la cuisine avec Antibes en co-réalisation. Et c'est donc Terre de Tamara Al-Saadi. Tamara Al-Saadi, c'est une jeune metteur en scène d'origine irakienne. Elle est partie au moment de la guerre du Golfe avec ses parents. Elle est arrivée en Europe, en France, et puis elle était francophone et la langue française, elle l'a aussi touchée grâce à des grands mythes et notamment le mythe d'Antigone. Et pour elle, Antigone, ça représente la femme, la liberté choisie au détriment peut-être de la vie, mais en tout cas, elle avait envie de partir de cette figure mythique, mythologique d'Antigone et d'interroger les nouvelles générations. Alors les nouvelles générations de jeunes femmes, mais aussi de jeunes hommes. Et elle est partie pendant 3 ans sur plusieurs territoires, d'abord dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi en région parisienne, et elle a interrogé des lycéens, des étudiants autour de la figure d'Antigone et de comment une Antigone contemporaine, qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui, quel combat elle mènerait. Et elle a écrit un texte, parce que Tamara écrit tous ses spectacles. Elle y mêle des fois la langue arabe. Et là, c'est une création qui aura lieu d'abord à Dijon, puis après au CDN de Marseille, et que nous allons présenter sur toute la région. Donc on est ravis de l'accueillir ici avec Antibes. On enchaîne avec un conte cette fois, L'Oiseau Vert de Carlo Gozzi. C'était un des grands spectacles phares du regretté Beno Besson. Alors comment vous racontez l'histoire? C'est l'histoire d'un roi qui part à la guerre pendant 20 ans, 19 ans je crois, et il laisse à la maison sa femme Ninette, ses 2 jumeaux et sa mère. Mais sa mère est très méchante, donc elle enferme Ninette et les jumeaux sous l'évier. Et puis ils arrivent à s'échapper et on les confie le temps, en attendant le retour du roi, à des charcutiers. Et puis comme ça dure 19 ans, ils sont protégés aussi par un oiseau qui est un oiseau vert. Et après, ils se rendent compte, une fois qu'ils sont des jeunes gens, qu'ils n'aiment pas tellement leurs parents d'adoption. Comme quoi, ils sont assez ingrats. Etc., etc. C'est un conte merveilleux, c'est un conte moral et c'est mis en scène par Agnès Régolo, qui est de Marseille. Vous avez peut-être vu la dispute de Marivaux qu'on a donnée cet hiver sous sa mise en scène. Mais là, c'est merveilleux parce que le décor, il est joyeux, parce que c'est vraiment un spectacle familial et qu'on est obligé d'habiller certains acteurs en oiseaux.
On continue avec Et puis de la Soupe Compagnie. La Soupe Compagnie, c'est des spectacles souvent jeunes publics et elle travaille ce qu'on appelle le pop-up. Vous savez, ces grands livres qu'on ouvre et qui se déploient. C'est toujours merveilleux quand on est enfant et quand on est adulte aussi. Et là, ce sont des grands livres sur le plateau qui se déploient. Alors, ils sont partis pour ce nouveau spectacle d'un duo d'auteurs-illustrateurs qui s'appelle Ikinori. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ils ne sont pas japonais, ils sont français. Et c'est un livre qui est édité et qui est comme un éphéméride. Et ça parle des saisons, mois par mois. Et petit à petit, il y a des outils, des hommes-outils, des personnages outils qui construisent les saisons et ça se transforme devant nos yeux et ça éblouit les petits, vraiment. Alors pour les adultes, je ne conseille pas de venir seul, mais par contre en famille, amenez vraiment vos enfants parce que c'est un moment d'émerveillement, parce qu'ils retrouvent ce qu'ils voient dans les livres et là ils le voient au plateau avec des comédiens. Qui a besoin du ciel? Naomi Wallace, mis en scène par Tommy Millot. Tommy Millot, c'est un jeune metteur en scène qui vient d'être nommé au CDN de Besançon, qui est de la région, qui était basé à Marseille, qu'on a déjà accompagné avec Muriel dans son Médée. Et Tommy a déjà travaillé, il a déjà mis en scène un précédent texte de Naomi Wallace qui avait été présenté au Festival d'Avignon In. Muriel a présenté... Je vais faire rentrer au répertoire à la Comédie Française avec une puce épargnée là. C'est une auteure absolument géniale qui arrive à faire des liens entre notre histoire et le présent. Et c'était l'histoire de la peste dans une ville, donc une histoire imaginaire, mais les personnages s'enfermaient puis d'un seul coup apparaissaient en vitesse au dernier moment avant de fermer la porte, un personnage qui venait de l'extérieur. Et après, comme ils étaient enfermés, ben ça remettait en question tout l'équilibre de la famille. C'était une pièce géniale. Il y a toujours une histoire de famille qui part des grands thèmes sociétaux, notamment aux États-Unis. Et là, elle part d'une femme qui est en cure de désintoxication médicamenteuse. Elle n'arrive pas à se défaire de certaines molécules et elle va sortir de sa cure et apparaît sa meilleure amie qui est elle aussi dans un marasme financier comme peuvent l'être les souches ouvrières aux États-Unis. Et elle a décidé de s'en sortir absolument et d'aller faire chanter le patron d'une grande boîte sur la ville. Et quand elle était à l'hôpital en désintoxication, elle a entendu une rumeur comme quoi il était atteint d'une maladie honteuse et elle va le faire chanter. Voilà, c'est une histoire, c'est vraiment plein d'humour. Les comédiens sont formidables. C'est un décor qui est comme un étau à un moment donné, qui se resserre. C'est très intelligent. Tommy travaille beaucoup sur la lumière, donc il met en valeur des comédiens avec très peu d'artifice. C'est un grand moment de théâtre contemporain. On continue avec là le grand répertoire, Le Menteur de Corneille, qui est une pièce qui est très difficile à mettre en scène. Corneille, vous savez, il était très impertinent. Moi, j'ai monté une de ses premières pièces qui s'appelle Clitandre ou l'innocence délivrée, et il avait 21 ans. C'était incompréhensible cette pièce parce qu'il avait dit « Ah, d'accord, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Alors vas-y, tu vas voir, je vais te le faire. » Et comme il est brillant, il est assez impertinent. Là, Le Menteur, c'est difficile à raconter. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux de Clarisse, mais il pense que c'est Lucrèce. Et son père veut qu'il épouse Clarisse, mais il veut pas puisqu'il pense que lui, il est amoureux de Lucrèce. Et Clarisse, dans le même temps, comme elle veut voir le mari qu'on lui destine, elle s'appelle Lucrèce, elle change avec sa copine de nom. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, plus personne ne comprend rien et tout le monde ment. C'est quand même la critique du mensonge qui rend fou. C'est extrêmement drôle et c'est mis en scène par Julia Vidit, qui fait partie, un peu comme Marie Zestier, des metteuses en scène que nous avons découvert avec Ella et qui arrive à faire un spectacle, voilà, j'ai envie de dire, incroyablement respectueux de l'œuvre et donc qui te donne à voir vraiment la veine de la pièce qui est en alexandrin, qui est extrêmement drôle, mais encore une fois difficile à mettre en scène. Et son décor est génial parce que c'est un décor de miroir et déjà on est perdu dans les mensonges, mais alors en plus il se multiplie, donc c'est très drôle. On continue avec notre partenariat avec Mougin et nous espérons que nos abonnés iront voir Phénix de Mourad Merzouki, qui est un grand danseur hip-hop qui fait maintenant partie de nos chorégraphes contemporains. Donc n'hésitez pas parce que c'est un magnifique spectacle.
doux, élégant, pour les jeunes, mais aussi pour les gens plus âgés. N'hésitez pas à aller à Mougins. Il y aura Léon Blum, Une vie héroïque, qui est un spectacle proposé par Charles Berling et Philippe Collin. Ils sont partis de cette figure de Léon Blum et de l'émission que Philippe Collin avait fait sur France Inter, une émission qui retrace toute la vie cet homme politique français et néanmoins poète. Et alors là, c'est une proposition assez incroyable parce que en fait, c'est une saga qui dure à peu près 12 heures, 10 heures peut-être. Évidemment, il y a des pauses, mais il y a on passe par toute la vie de Léon Blum avec une émission en direct, avec des réactions du public, avec un bal, avec en même temps un pan de l'histoire du début du siècle dernier. C'est une forme théâtrale en immersion pour nous, puisqu'en fait, ça rappelle un peu les grandes traversées. Moi, je fais partie des générations où j'ai vu Le soulier de satin par Antoine Vitesse toute la nuit à Avignon. Il y a encore Olivier Py qui nous fait faire ses voyages, mais on les fait pas souvent. Et là, c'est d'autant plus facile que la forme le long de la journée est diversifiée. Ça peut passer par de l'interrogatoire comme une fausse émission de radio. Ce sont des textes lus, il y a de la musique, il y a des ballades, il y a de la guinguette, etc., etc. Et ça se jouera ici à la cuisine toute une journée de 14h à 23h. Et ce qui est assez formidable, c'est que les comédiens, donc Charles Berling, toute son équipe, Philippe Collin, le journaliste et créateur de contenu à la radio, participe avec vous, c'est-à-dire qu'il y a un grand banquet, on mange tous ensemble, puis l'histoire de Blum reprend, puis il y a un grand bal, il y a un débat avec un historien, un philosophe, enfin c'est participatif et on écoute cette grande histoire de cet homme magnifique qui est Léon Blum. On continue avec notre fidélité à la Comédie Française. On reçoit Les Serges, Gainsbourg.bar. Alors c'est un cabaret, c'est Muriel qui a mis en matière à la Comédie Française les cabarets qui se perpétuent même en son absence maintenant. Et là c'est un cabaret autour de Gainsbourg. Alors moi je suis absolument fan de Gainsbourg, mais on peut ne pas l'être, on peut ne pas connaître. Certains ne le connaissent pas ou les nouvelles générations n'ont pas sa musique ni en tête ni dans l'oreille. Et on entend des textes, des grands textes, vraiment des grands poèmes, et ils ont remis ça à leur sauce. Ce sont de vrais grands musiciens, vraiment. Ils sont, c'est des comédiens hors pair, mais ils savent danser, jouer d'un instrument. Il y a des grandes figures comme Benjamin Laverne. Il y a aussi Stéphane Poudroux, Sébastien Poudroux et Stéphane Varupen que vous avez vu ici dans le Sganarelle avec Laurent Lafitte, pardon. Et c'est un vrai moment de partage avec le public parce que on voit qu'ils aiment chanter, jouer de la musique, en plus de jouer. Ils sont 5 garçons et il y a une jeune femme, une petite blonde qui vient d'entrer à la Comédie Française qui est géniale et qui joue un peu l'ingénu et qui provoque un peu Gainsbourg. Voilà, c'est un vraiment beau moment de. C'est surtout qu'ils sont pas dans l'imitation du chanteur. C'est ça qui est génial avec des acteurs quand ils s'emparent du répertoire incarné par une personnalité. Quand tu n'essayes pas de l'imiter, c'est toujours merveilleux. Le Petit Théâtre du Bout du Monde, opus 3. On retrouve Ézéchiel Garcia-Romeu, que nous avons accompagné depuis des années. Vous avez vu, pour certains d'entre vous, l'opus 1, l'opus 2. Et là, il a créé l'année dernière au Festival international de marionnettes à Charleville-Mézières, l'opus 3. C'est toujours sa quête de rencontrer le public avec des marionnettes un peu particulières. Il a toujours des personnages imaginer des petites marionnettes qui prennent vie devant nos yeux. Là, c'est un projet qui est souvent immersif et participatif. Il a une installation au plateau. Ce sont des petites jauges. On est 60 avec lui. Dans le premier opus, on ne voyait pas le manipulateur. Il était seul et il était caché. On voyait tout se mouvoir comme par magie. Dans le deuxième, tous les manipulateurs étaient à vue et on bougeait avec eux autour du dispositif. Et là, il fait un petit peu des deux. Des manipulateurs cachés et des à vue. Et pareil, c'est sur ce que nous laisse la révolution industrielle, sur les corps, sur les déserts, les friches industrielles. Voilà ce que l'industrie laisse, les traces qu'elle va laisser dans un désert peut-être imaginaire. C'est assez beau esthétiquement. Voilà, c'est bien de venir le découvrir. Ce sera aux Franciscains sur le plateau. Vous serez avec eux sur le plateau.
Après, nous avons niqué la fatalité. Chaque fois que je dis ce titre, je suis pas sûre que ça corresponde vraiment à ce que je voudrais vous raconter. C'est une jeune femme qui s'appelle Estelle Meyer, qui est incroyable, qui a une voix incroyable, qui parle français, espagnol, qui a un côté un peu chamanique comme ça. Elle est inspirée, envoûtante, elle chante admirablement, elle danse, et elle a d'ailleurs... Elle était basée, elle est née, je crois, à Fontainebleau, et elle aime tellement la nature qu'elle a son arbre fétiche qu'elle a appelé Morgane. Ça, c'est pour vous raconter la petite histoire. Elle a rencontré dans son parcours la personnalité de Gisèle Halimi, qui est une grande inspiratrice pour beaucoup d'entre nous, et elle a écrit un texte où elle dialogue et elle chante des préceptes de Gisèle Halimi dont elle a pensé que finalement elle était beaucoup plus moderne qu'elle et que la vie était plus simple. Ça lui a ouvert des portes et elle avait envie de le partager avec nous. Il y a les musiciens qui sont sur le plateau. Elle est extraordinaire. Elle est touchante, cette jeune femme. Elle a une voix à te chanter tous les fados, même si ça c'est plutôt en portugais. En l'occurrence, je voudrais raconter une anecdote importante pour moi. J'ai eu la chance de la rencontrer, Gisèle Halimi, quand je dirigeais la Comédie Française. Et en discutant avec elle, moi j'avais pris le titre, étant la première femme administrateur de la Comédie Française. Et elle m'a dit, ben non, pourquoi tu le féminises pas? Le jour où le monde a pu dire étudiante, le monde a changé. J'ai trouvé ça effectivement tellement lumineux, tellement évident, que j'ai déchiré toutes mes cartes de visite. Et je pense que c'est ce qu'a ressenti Estelle Meyer quand elle a découvert cette femme. Et puis après, on enchaîne avec un spectacle et un coup de cœur que j'ai rajouté un peu à la fin, qui s'appelle Attraper l'ange. En fait, j'ai eu un petit message de Ariane Mnouchkine qui disait... venez voir ce spectacle, il est trop beau. Alors Ariane Mnouchkine, elle écrit pas souvent. Et cette jeune femme, enfin elle est pas si jeune, elle s'appelle Geneviève de Kermabon. J'ai travaillé avec elle, moi, quand j'avais 20 ans. Elle était beaucoup... C'est une acrobate, c'est une trapéziste. Et elle était autour du cirque avec des univers sur les monstres, sur Frix qu'elle a mis en scène. Et puis, elle doit avoir 70 ans maintenant. Elle a fait un spectacle avec quasiment rien, où elle s'invente une histoire de famille, de théâtre, et elle fait comme si des tas de personnages du vrai théâtre faisaient partie de sa famille. Donc elle dit que sa mère est une sociétaire de la Comédie Française, que son père est un gardien de cirque, et elle te fait une traversée du théâtre avec une poésie, mais tu pleures de rire, et c'est d'un charme. Et donc je voulais vraiment qu'on le rajoute, et Ariane Mnouchkine, elle avait raison, parce que parfois, tu as des artistes qui ont fait des grands parcours et puis ils font du bricolage chez eux et avec presque rien, ils t'expliquent à quoi ça sert, le théâtre. Donc voilà, j'avais envie de le rajouter. Et puis on va finir cette saison qui sera dense avec un partenariat, et là vous parlez tout à l'heure de notre partenariat avec Extrapol, hein, qui est une association des grandes scènes de la région. Et là, c'est nous qui allons accueillir la prochaine création des Peeping Tom avec Graziella Carizzo. On les adore, on les a souvent programmés. Et j'ai fait un édito sur le temps cette année parce que je comprends, moi aussi j'ai une vie très dense et j'entends souvent j'ai pas le temps de venir, j'aimerais bien mais je peux pas. Et en fait, quand tu fais cet effort de te déplacer, eh bien quelque chose auquel tu ne t'attendais pas peut arriver. Et ça, c'est du temps gagné sur nos vies, sur nos habitudes. Et je vous raconte ça parce que Gabriella, c'est un peu le sujet qu'elle a voulu traverser. Vous savez, c'est des spectacles, c'est spectaculaire. Ils sont entre la danse, le théâtre d'objets d'une certaine façon. Et là, elle voudrait traverser les dinosaures et puis en même temps aujourd'hui mélanger les distances, être dans une petite maison. Ça dépend de quel point de vue tu la vois. Est-ce qu'avec la loupe, est-ce qu'avec Google Maps tu vas aller la voir en gros plan ou pas du tout. Et donc ils vont nous mélanger les points de vue et entre les différences de temps, comment ils sont vécus et les différences de dimension. Et ça, c'est vraiment les 4 derniers spectacles de la saison sont un peu des ovnis.
On finit vraiment avec cette grande création. C'est une compagnie internationale qui est basée en Belgique, donc les Peeping Tom. Gabriella et Franck Chartier c'est un couple à la vie qui maintenant s'est séparé artistiquement et chacun poursuit son chemin dans la même compagnie. Et donc grâce à Extrapole, on peut créer sur notre territoire de la région, d'habitude ils créent à l'étranger, ce spectacle-là qui va être un vrai événement. Ils vont travailler pendant 1 mois ici à la Cuisine et le spectacle sortira pour après partir au Festival d'Avignon, au Festival de Marseille et puis ailleurs. Et les 4 propositions sont un peu, voilà, avec le point d'orgue de Chronique, mais entre Attraper l'ange, Niquer la fatalité et le petit théâtre du bout du monde, on avait envie de finir avec un peu de folie. Et puis comme on a votre confiance, on sait que vous allez venir les découvrir. Je voudrais redire à quel point on essaie de vous proposer toujours des rendez-vous auxquels vous ne vous attendez pas. On essaie de les partager, de les décliner. Mais l'intérêt du théâtre, quand je dis souvent la star, pour moi c'est le texte, c'est quand même quelque chose qui nous déplace, quelque chose qui nous complète et pas d'aller dans la facilité de ce qu'on attend, parce qu'alors là, sinon le temps serait perdu. Et je sais que vous êtes là parce que vous partagez cette dimension avec nous et que parfois c'est ce que j'appelle risquer les chefs-d'œuvre sur les créations qui n'ont pas eu lieu encore. Peut-être parfois, c'est pas tout à fait ce qu'on attendait, mais c'est pas très grave parce que ça veut dire qu'on risque vraiment quelque chose de sincère. Et je trouve que c'est important de partager avec vous. Parfois, quand c'est pas tout à fait vraiment réussi, Ella et moi, on est mortifiés. On est mortifiés parce qu'on passe notre journée à essayer de vous faire plaisir. En tout cas, c'est notre bonheur. Et le matin, on a 2 choix, vous le savez, ou bien de se recoucher pour poursuivre ses rêves, ou bien de se lever pour les réaliser. Et vous voyez, on est debout.